Alors, les révolutions. On pense savoir comment ça commence, n'est-ce pas? Ça change le cours de l'histoire. Mais, et si on se trompait complètement sur leur véritable cause? Si la clé, en fait, ne se trouvait ni dans la politique, ni dans l'économie, mais bien au plus profond de la psychologie humaine. C'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui, en plongeant dans l'œuvre fascinante de Gustave Le Bon. On a tous appris ça à l'école, hein. Les révolutions, ça viendrait de rois injustes, d'impôts écrasants, des grandes idées des Lumières. Bon. Mais si tout ça, ce n'était finalement que la partie visible de l'iceberg. Gustave Le Bon, lui, il arrive avec une idée beaucoup plus radicale. Pour lui, la vraie révolution, la toute première, elle se passe d'abord dans la tête des gens. C'est une sorte de mutation psychologique collective. Une chose invisible, mais absolument fondamentale, qui est la vraie cause de tous les grands bouleversements. Alors, allons-y, explorons cette idée. Le Bon nous dit que pour vraiment saisir un événement aussi sismique que la Révolution française, eh bien regardez juste ce qui s'est passé en 1789, ça ne suffit pas. Pas du tout. Il faut remonter bien avant. Il faut aller chercher la transformation radicale qui s'est opérée dans la mentalité française, bien avant la prise de la Bastille. Et c'est Le Bon lui-même qui l'écrit, noir sur blanc. La psychologie moderne, c'est une toute nouvelle clé de lecture. Elle permet, je cite, de mieux pénétrer les hommes et les mobiles de leur conduite. Du coup, l'histoire, ce n'est plus juste une liste de faits et de dates. Non, ça devient une véritable exploration des motivations profondes de ce qui anime les peuples, des motivations souvent complètement irrationnelles. Le premier concept clé chez Le Bon, c'est l'esprit de la foule. Et attention, on ne parle pas d'un simple attroupement de gens dans la rue. Non, c'est bien plus que ça. C'est un phénomène psychologique assez fascinant, en fait. Dès que des individus se réunissent, ils se métamorphosent. C'est comme si leur personnalité s'effaçait pour laisser la place à une sorte d'esprit collectif. Une entité toute nouvelle, qui pense et qui agit d'une manière complètement différente. Voilà, c'est ça, une foule psychologique. Ce n'est pas juste une addition de personnes, 1 plus 1 plus 1. Non, c'est la création d'une entité entièrement nouvelle. Pendant un moment, la conscience de chacun s'évanouit, et elle est remplacée par une sorte d'âme collective, une volonté commune, qui a ses propres règles, ses propres caractéristiques, et surtout, une puissance redoutable. Et cet esprit collectif, il a des traits de caractère bien à lui, et franchement, ils sont souvent assez effrayants. Il n'est absolument pas guidé par la raison. C'est l'émotion pure qui commande. Les idées, elles se propagent comme un virus, par contagion, sans le moindre filtre critique. Cet esprit est impulsif, hyper suggestible, et il bascule d'un extrême à l'autre en un claquement de doigts. La nuance, il ne connaît pas. L'exemple que cite Le Bon à ce sujet est saisissant. Il parle d'un certain Monge, un homme décrit comme le plus doux, le plus faible des hommes, incapable de faire du mal à une mouche. Vraiment. Et pourtant, au club des Jacobins, ce même homme se lève et déclare qu'il donnerait ses 2 filles au premier soldat blessé par l'ennemi. C'est fou, non? Porté par la ferveur collective, il en vient à proposer des choses d'une violence inouïe. C'est vraiment l'illustration parfaite de comment une personnalité individuelle peut être complètement avalée par l'esprit du groupe. D'accord, mais alors comment on mobilise ces foules? C'est là qu'on arrive au deuxième pilier de l'analyse de Le Bon, la logique de la croyance. Ce qu'il observe, c'est que les grandes idées révolutionnaires, elles ne se répandent pas grâce à des arguments rationnels bien ficelés. Pas du tout. Elles sont adoptées, vécues, comme une nouvelle foi. Une véritable religion, en fait. Le Bon donne un nom à ça, la logique mystique. Et ça n'a, mais alors, rien à voir avec la raison. Prenez les grands principes de la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, ils arrêtent d'être des concepts politiques sur lesquels on peut débattre, ils se transforment en dogmes, en articles de foi absolus. Et ça exige une adhésion totale et intolérante. Pour bien nous faire comprendre cette logique mystique, Le Bon prend un exemple vraiment frappant, la doctrine de la prédestination chez Calvin. Pensez-y une seconde. L'idée qu'un Dieu, supposé bon, ait décidé depuis la nuit des temps de sauver certaines personnes et d'en condamner d'autres à l'enfer, sans aucune raison, c'est rationnellement absurde, on est d'accord. Alors comment une croyance aussi terrible a-t-elle pu inspirer des millions de gens? Eh bien, tout est dans son incroyable pouvoir psychologique. Et Le Bon décortique ce paradoxe, qui est fascinant. Cette croyance, qui est pourtant complètement irrationnelle, a donné naissance à un code moral d'une rigueur extrême. Parce qu'en se voyant comme les élus de Dieu, les fidèles étaient remplis d'un tel orgueil, d'une telle dignité, qu'ils se sentaient obligés d'avoir un comportement absolument exemplaire. Il fallait être à la hauteur de ce statut quasi divin. Et là, Le Bon fait un parallèle direct. De la même manière que catholiques et protestants se sont entretués pour des questions théologiques, eh bien les Jacobins ont envoyé à la guillotine tous ceux qui n'adhéraient pas à leur nouvelle foi républicaine.
La logique, au fond, est exactement la même, une intolérance absolue née d'une croyance qui a des allures de religion. Bon, mais alors, qui sont les gens qui tirent leur épingle du jeu dans tout ce chaos? C'est une bonne question. Le Bon explique que les révolutions, c'est un terreau incroyablement fertile pour des personnalités très, très spécifiques. Des profils qui, en temps normal, en temps de paix, resteraient complètement dans l'ombre. Le Bon va même jusqu'à distinguer 3 grands archétypes. D'abord, il y a l'apôtre. C'est le croyant fanatique, type Robespierre, qui est persuadé d'accomplir une mission divine. Ensuite, on a l'opportuniste. Lui, il voit la révolution comme une super occasion de s'enrichir ou de prendre le pouvoir. Et enfin, il y a le groupe le plus nombreux et peut-être le plus important, le timide. C'est cette grande majorité silencieuse qui suit le mouvement. Pas du tout par conviction, mais juste par peur. Robespierre, c'est vraiment l'incarnation parfaite de l'apôtre. Il ne se voit pas du tout comme un simple politicien. Non, pour lui, il est le grand prêtre d'une nouvelle religion. Sa conviction est totale, elle est mystique. Il est persuadé d'être l'instrument d'une volonté supérieure. Et c'est ça, à ses yeux, qui justifie absolument tout, y compris les mesures les plus extrêmes. Et c'est là qu'on comprend que le rôle du timide est en fait absolument crucial. La peur. La peur d'être vu comme un modéré, la peur d'être la prochaine victime sur la liste. Tout ça, ça engendre une surenchère mortelle. Des milliers de gens finissent par participer aux pires atrocités. Pas par conviction, non, mais par pur instinct de survie. C'est cette peur individuelle amplifiée par l'effet de foule qui devient le véritable carburant de la machine infernale de la terreur. Ok, l'ordre ancien est détruit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le Bon décrit une trajectoire qui est presque inévitable. C'est la dernière phase, celle où la révolution finit par dévorer ses propres enfants et prépare le terrain pour ce qui va suivre. L'anarchie, puis la tyrannie. Pour le Bon, c'est simple. Les traditions, les coutumes, les hiérarchies, tout ça, c'est un peu comme le squelette d'une société. Ça la tient debout. En voulant tout raser pour repartir de zéro au nom de la raison, les révolutionnaires ont en fait brisé cette armature. Et sans ces garde-fous sociaux, la société régresse, elle retourne à un état primitif, presque barbare. 2625. Retenez bien ce chiffre. C'est le bilan officiel du tribunal révolutionnaire de Paris. Juste Paris. C'est un chiffre déjà terrifiant, évidemment, mais en réalité, ce n'est qu'une toute petite fraction de la réalité. C'est le symbole glaçant de cette période où la nouvelle foi s'est imposée par la lame de la guillotine, tout en cachant une violence encore plus massive qui, elle, s'est déchaînée partout dans le pays. Mais alors, qui étaient vraiment les victimes de la terreur? On a souvent cette image d'Épinal, la révolution du peuple contre les nobles et le clergé. Mais les chiffres, eux, racontent une autre histoire. Ils sont sans appel. Des milliers de paysans, des milliers d'ouvriers sont aussi passés à la guillotine. Pour le Bon, c'est la preuve ultime. Ce n'était pas une lutte des classes, c'était une véritable guerre de religion, menée par les apôtres de la nouvelle foi contre quiconque, n'importe qui, osait la remettre en question. Imaginez un peu le tableau. Après des années de chaos, de massacres, d'instabilité permanente, la population est à bout, complètement épuisée. Le besoin le plus fondamental, le plus primaire, redevient l'ordre, la sécurité. C'est tout ce qui compte. Le peuple est tellement fatigué de la tyrannie des foules qu'il est prêt à accepter n'importe qui, n'importe quelle autorité forte, du moment qu'elle est capable de ramener un peu de discipline. Et là, le cycle révolutionnaire se dessine très clairement. On a d'abord l'effondrement de l'Ancien Régime, qui mène à l'anarchie. Ensuite, cette anarchie est remplacée par la tyrannie des fanatiques pendant la Terreur. Et finalement, le peuple, qui n'en peut plus du chaos et du sang, est prêt à tout pour retrouver l'ordre. Dans cette logique, l'arrivée d'un dictateur comme Napoléon n'est pas du tout un accident d'histoire. C'est la conclusion presque mécanique, inévitable, de tout ce processus psychologique. En résumé, pour le Bon, la conclusion est assez surprenante. Si l'Ancien Régime est tombé, ce n'est pas tellement à cause de l'assaut des révolutionnaires. C'est plutôt parce que ses propres traditions, ce qui faisait sa force, s'étaient déjà affaiblies de l'intérieur. Et malgré toute la violence, malgré cette volonté de faire table rase du passé, il soutient qu'on ne peut pas effacer comme ça les structures mentales profondes d'un peuple. Après tout le chaos, cette âme nationale, comme il l'appelle, finit toujours par refaire surface. Et elle impose ses traits de caractère au nouveau pouvoir, quel qu'il soit. Bien sûr, l'analyse de Le Bon date de plus d'un siècle, mais elle nous laisse avec une question qui est, je trouve, assez provocante et toujours d'actualité. Si les grands mouvements qui mobilisent les foules fonctionnent vraiment comme des religions, avec leurs dogmes, leurs apôtres, leur intolérance, alors quelles pourraient être ces nouvelles religions qui animent notre monde aujourd'hui? La question, évidemment, reste ouverte.